Bonjour à tous, bienvenue dans ce 14e épisode des Dessous de la voile saison 2, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres. Bonjour Olivia, je suis ravie de te retrouver nos auditeurs en ce vendredi 13 et quelle chance! Bonjour Anne, bonjour à tous. Vendredi 13, ça porte bonheur. Également très heureuse de vous retrouver, chères auditrices et auditeurs. Pour ce 14e épisode de la saison 2, Olivia nous emmène à Lorient, à la base des sous-marins, le haut lieu de la course au large, à la rencontre d'un homme de l'ombre, un team manager qui, à 15 jours de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, doit être bien débordé. Et c'est David Sino. Olivia, tu nous le présentes ? Oui, alors David a 50 ans et il s'occupe du projet Initiative Cœur depuis 2014. C'est Tanguy Delamotte qui avait fait appel à lui pour lancer un projet Vendée Globe 2016 et depuis, David est devenu la clé de voûte de la team dont la skipper est Sam Davis depuis 2017. Passionné de voile, il a couru 2 mini-transats, 2 solitaires du Figaro, une transat Jacques Vabre avec Aurélien Ducrot, alors qu'il n'était pas du tout prédestiné à faire de la voile son métier. David est diplômé d'HEC et de l'ESSEC et il a monté sa boîte. Et puis les rencontres et opportunités l'ont amené là où il est aujourd'hui. Vous allez entendre dans cette interview que j'ai réalisée dans le hangar d'Initiative Cœur un homme passionné, réaliste, incroyablement organisé et heureux. Allez, montez le son et savourez, vous allez apprendre 1000 choses. Bonjour à tous, je suis à Lorient-la-Basse dans le hangar Glorieux 2, celui de l'IMOCA et de toute l'équipe d'Initiative Cœur et de Sam Davis, avec David Sino, team manager. Bonjour David, merci de nous accueillir dans l'antre d'Initiative Cœur. Comment vas-tu et quel est le programme du jour à 2 semaines du départ de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre ? Écoute, ça va très bien. Toute l'équipe là d'Initiative Cœur est mobilisée. On est content parce que on a fait une belle saison de préparation qui est une saison en double. Donc en plus, on a eu un changement de co-skipper pendant la préparation. On a commencé la saison avec Nicolas Luneven, qui est quelqu'un avec qui on travaille depuis 2 ans. Il avait déjà fait la Jacques Vabre en 2021. Il a eu l'opportunité de réaliser son rêve. Il va être sur le Vendée Globe à la barre de le Sim PRB. Donc on était juste content pour lui, mais ça nous a obligés à nous reconfigurer un peu. Et on a accueilli Jack Boutel, qui va être le co-skipper de Sam pour la Jacques Vabre. Ils ont fait un défi azimut superbe, donc et puis c'est un très chouette gars, donc je dirais, il y a de bonnes vibrations dans l'équipe. On est content du bateau, on a eu une belle saison de préparation, mais il y a aussi beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail après un défi azimut, après une saison de préparation, il y a eu du vent. Le risque, c'est qu'on finit nos chantiers d'hiver à chaque fois au printemps. On met nos bateaux à l'eau au printemps, on navigue en short soleil pendant 3 mois et puis arrive la course d'automne et on prend une première grosse dep et souvent ça fait un peu mal au bateau. Là, ça n'a pas été le cas. Il y a eu 3 courses, la Bermude, le défi azimut et le Fastnet, et les 3, il y a eu du vent. Les 3, on a fini à la 5e place. Donc, je dirais, on est enthousiaste, on est impatient et tout va bien. Alors David, pour mieux comprendre ton métier, moi j'aimerais que tu nous expliques quel est le rôle d'un team manager. Il est varié. Je pense qu'il y a autant de rôles de team manager que d'équipe et que de team manager. Pour une raison simple, déjà c'est qu'on est tous différents, mais aussi que les projets sont structurés différemment. Il y a des projets qui font partie de l'entreprise sponsor, il y a des projets qui sont indépendants, il y a des projets qui ont été montés et sont gérés directement par le skipper. Mais dans mon cas, il y a 3 grandes parties. La première, c'est de réunir les financements, de gérer une entreprise et son budget, donc de nouer ou de renouveler les partenariats au cours du temps pour que le projet soit financé. Le deuxième, c'est de monter une équipe. Il n'y a pas de projet de course au large sans une équipe, donc il faut trouver les bonnes personnes, les bonnes compétences, la bonne alchimie au sein d'Initiative Cœur. Moi, j'ai la chance, je m'occupe depuis 10 ans de ce projet. On a vraiment quelques collaborateurs qui sont là avec moi presque depuis le début. Donc on a un noyau dur qui connaît bien le projet, avec lequel on se fait énormément confiance. Mais on a aussi du sang neuf qui arrive. C'est bien d'avoir un bon équilibre entre les deux. Et puis la troisième partie, c'est d'essayer de faire les bons choix. C'est en permanence. Nous, on a une taille de projet, je dirais, intermédiaire. On ne peut pas se permettre de trop se tromper. On ne peut pas faire entrée, plat, fromage, dessert. On essaie quelque chose. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on défait, on refait. Donc, mon rôle, c'est aussi d'essayer de challenger en permanence avec mon équipe les choix techniques que l'on va faire pour dire
Ça, j'y crois. Ça, je pense pas que ça va avoir assez d'impact. Ça, c'est cohérent avec le projet, d'essayer d'avoir une cohérence d'ensemble. Ça l'est moins. Donc, je dirais que c'est les 3 rôles les plus importants. Et puis ensuite, il y a tout un tas de missions au fil du temps qui sont l'activation avec les sponsors, donc faire vivre le projet auprès des sponsors, auprès des équipes, le travail de coordination avec les équipes de communication, parce qu'on a un projet un peu particulier, on a 3 co-sponsors et une cause, celle de mécénat chirurgie cardiaque que l'on... Voilà, et donc il faut s'assurer que avec des identités très différentes, nos sponsors sont très différents, des tailles d'entreprises différentes, des cultures d'entreprises différentes, des raisons d'être dans le projet différentes. Il faut s'assurer aussi que tout le monde y trouve son compte. Ça fait combien de personnes en tout alors ? On est une dizaine de personnes à l'année. Et puis pendant les périodes de chantier, pendant l'hiver, on monte à 13, 14, 15 personnes. L'hiver et le printemps dernier, on était beaucoup plus nombreux parce qu'on a un nouveau bateau qu'on a construit en grande partie au sein de l'équipe, dans le hangar là, qui est juste derrière nous. Et c'est vrai que là, on est monté quasiment à une vingtaine de personnes, puisqu'on a vraiment acheté le composite du bateau, mais à l'état le plus brut et le plus simple possible. Et même l'intégration, y compris de toutes les pièces composites et de tous les systèmes et de toute l'électronique, a été fait ici par le team Initiative Cœur. Donc, est-ce qu'il faut savoir tout faire et tout comprendre de la technique quand on est team manager ? Est-ce qu'il y a une formation ou c'est un autodidacte complet ? Non, alors savoir tout faire et tout comprendre, non. Tout faire, non. Tout comprendre, oui. En tout cas, c'est ma perception. Je ne sais pas tout faire et heureusement, parce que sinon on n'en serait pas là avec ce joli bateau. Les gars de mon équipe, au composite, à l'électronique, à la mécanique, savent bien mieux faire que moi. Voire je ne sais pas faire du tout dans certains domaines. Par contre, tout comprendre, oui. Je pense qu'il faut être capable de challenger. Tout le monde a toujours de bonnes raisons de vouloir faire quelque chose, mais on est obligé de faire des arbitrages. Et donc, pour être capable de penser qu'on met les efforts, les ressources au bon endroit, il faut effectivement essayer de tout comprendre. Alors, autodidacte, oui, je crois qu'on l'est tous un peu. Il n'y a pas d'école. Il y a souvent des jeunes qui me posent la question, mais comment on fait ce métier ? Je pense que le point commun qu'on a tous, c'est la passion. Avant tout, on était tous des passionnés de voile. On n'a aucun d'entre nous, je pense, pensé qu'on ferait ce métier, que ce soit dans les métiers plus techniques, au bureau d'études, à la logistique, à l'administration ou à la direction du projet. Notre passion nous a amenés à faire des petits pas ou des grands pas dans la voile. Moi, c'est la Mini Transat qui a changé ma vie, comme celle de beaucoup de personnes que j'ai croisées. J'ai fait la Mini Transat il y a 20 ans, en 2003. Je l'ai refaite en 2007. Pile poil. Pile poil, 20 ans, ma première. Comme Caroline, mon adjointe, on s'est rencontrés en 2003 sur la Mini Transat. Et puis, moi, j'y allais comme l'aventure d'une vie. J'y allais comme l'aventure d'une vie. Et puis, j'ai fait des rencontres. Ça s'est un peu mieux passé que ce dont j'avais rêvé. Donc, forcément, on se découvre des envies de refaire. La deuxième fois, ça s'est encore un peu mieux passé. Donc, tout ça fait un tas de rencontres. Et puis la passion, le fait de toucher du doigt ce milieu fait que j'ai jamais été capable de revenir complètement à des métiers plus classiques ou peut-être plus sérieux, plus costard-cravate auxquels je me destinais à l'origine. Alors justement, c'est marrant parce que ça allait être ma question d'après. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui rêve d'intégrer une équipe comme celle-ci, éventuellement faire le même métier que toi ? Tu m'en as touché 2 mots. Quel conseil tu donnerais ? Vivre sa passion, c'est un peu ça ? Moi, je dirais de faire la Mini Transat. Je suis très sérieux. Moi, j'ai adoré cette course pour une raison simple, c'est que c'est en raison des rencontres qu'on y fait. En fait, on rencontre des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Leurs parcours n'ont rien à voir. Il y a des gens qui sont des purs aventuriers, des gens qui vont avec 3 bouts de ficelle, des gens qui ont des parcours professionnels déjà très établis, avec beaucoup de réussite. Et tout le monde y va par passion. Et c'est quand même un projet qui reste accessible techniquement et financièrement dans une certaine mesure et qui permet de mettre un pied dedans. Et puis après, il faut être débrouillard. Alors, je pense quand même que le milieu évolue un petit peu. Je me rappelle avoir reçu le CV d'une candidate qui était très chouette, qui avait beaucoup d'envie, qui me disait « je suis un couteau suisse ». Et j'avais envie de lui dire le problème, c'est que quand même notre métier s'est un peu professionnalisé. On a moins en moins besoin de couteaux suisses. On a besoin quand même un peu de spécialistes et un petit peu d'expertise. Alors, il y a des portes d'entrée qui peuvent être un peu couteaux suisses. Mais donc je dirais faire la Mini Transat, traîner sur les pontons, se rendre utile, naviguer, rencontrer des gens. Et puis, pas hésiter à rentrer par la petite porte. Il n'y a pas de petite porte. Nous, on a
On prend beaucoup de stagiaires, par exemple, en bureau d'études. On a la chance de voir des jeunes qui sont super, qui ont fait des écoles d'ingénieurs, qui derrière font des spécialisations en archi navale. Moi, j'ai pas dans une équipe comme Initiative Cœur le budget pour avoir plusieurs ingénieurs bureau d'études. J'en ai un à temps plein. Mais régulièrement, on en prend. Quand ils sont bien et puis qu'on a encore un peu besoin, on leur met le pied à l'étrier en leur proposant un petit CDD. Et puis, 3 sur 4 que l'on a pris, il y en a un qui est allé au BE de Gitana, il y en a un qui est chez JC Design, il y en a un qui bosse avec Johan Richaume. Et c'est des gens, si j'avais eu les moyens, je les aurais tous gardés. C'était des gens super. Ils sont venus stagiaires chez Initiative Cœur et aujourd'hui, ils sont dans des BE à des postes super intéressants. Donc voilà, il faut rentrer quelle que soit la porte. D'accord. Alors, Initiative Cœur est maintenant un nouvel IMOCA, un plan SAMUAR lancé en 2022. Est-ce que le travail aujourd'hui est plus complexe que sur le précédent bateau ? L'équipe s'est-elle agrandie ? On en a un petit peu parlé. Quels sont les paramètres finalement les plus compliqués sur ce nouveau bateau ? Ce qui est rendu plus compliqué, c'est que ça va beaucoup plus vite. Moi, je suis impressionné par la marche franchie entre notre précédent bateau et celui-ci. Sur le précédent bateau, on avait une philosophie un petit peu différente. Le choix que l'on avait fait, on était au tout début des foilers et des grands foils. Et nous, notre calcul à l'époque avec Tanguy de la Motte, quand on a cherché quel bateau on voulait, on pouvait, donc c'était pour le Vendée Globe 2020, soit prendre un bateau de la génération 2016, soit un bateau de la génération 2012. Et le bateau de la génération 2016, vu son coût d'acquisition, on n'aurait pas eu les moyens de le faire évoluer. Et les choses progressaient tellement vite sur les bateaux que le choix qu'on a fait avec Tanguy, c'est de dire on va prendre un bateau de la génération 2012. Par contre, on va implémenter dessus des foils de toute dernière génération, un nouveau mât, des pilotes automatiques de dernière génération. Et on pense que de cette manière, on aura à peu près bateau plus développement, le même budget qu'un bateau 2016 qui n'évoluerait pas, mais on aura un meilleur bateau. C'est ce dont je parlais en introduction. Faire les bons choix, essayer, c'est exactement ce genre de raisonnement. Et ça s'est vérifié. Je crois qu'on avait, au départ du Vendée Globe 2020, un meilleur bateau que les bateaux de 2016 qui n'avaient pas pu évoluer. Par contre, ce qui a été bien, c'est que ça nous a formés. On n'avait jamais construit de bateau dans l'équipe. Par contre, sur nos 2 derniers bateaux, on avait à peu près tout fait. C'est-à-dire refaire tous les ballasts d'un bateau, changer toute l'électricité, toute l'électronique d'un bateau, modifier la structure pour rajouter des foils, faire un nouveau mât. On avait fait une nouvelle quille sur Initiative Cœur 2. Donc, je dirais, petit bout par petit bout, dire non, mais nous, on va prendre un bateau le plus dépouillé possible, le plus brut possible. Moi, je voulais réduire le périmètre du chantier sous-traitant sur la partie composite au maximum. Ça ne nous faisait pas tellement peur. On avait déjà toutes les compétences, on avait déjà tout fait. Ce qui est difficile, ce qui change, c'est de tout faire en même temps. Après, par contre, la nature du travail dans les 3 ans qui viennent, ce qui est important, c'est de toujours avoir une feuille de route très claire pour l'équipe technique. C'est-à-dire, nous, on est une équipe de taille intermédiaire. On est une dizaine de personnes. On sait que les quelques grosses équipes en IMOCA sont plutôt 20 que 10. Et moi, ce que je dis toujours à l'équipe, c'est il faut vraiment, dans notre taille, utiliser le temps long. Et pour ça, il faut avoir une feuille de route. Donc, notre feuille de route sur le précédent bateau, c'était de dire, chaque année, on va faire des développements. La dernière année, on va fiabiliser. Et on va arriver au Vendée Globe avec un bateau qui aura accumulé des développements. Là, c'est différent. Là, on a mis un bateau à l'eau qui est un bateau de dernière génération, qui est déjà, au moment de sa mise à l'eau, presque dans sa config finale. Là, on fait une nouvelle paire de foils, mais c'est essentiellement pour avoir des foils de rechange, parce que si on casse à 2 mois du Vendée, on ne sait pas réagir. Mais le bateau, il va peu évoluer, peut-être changer un petit peu des volumes de ballast, mais ça reste des petites choses. Il va peu évoluer entre le bateau qu'on a mis à l'eau et le bateau qui va prendre le départ du Vendée Globe. Donc, finalement, on arrive à faire les choses avec des moyens équivalents et avec une équipe de taille équivalente à ce qu'on a fait sur la précédente campagne. D'accord, ok. Pour nous, c'était un point clé. Le projet Initiative Cœur, il défend des valeurs multiples. Bien sûr, il y a des valeurs de performance. Nous, on est passionnés de voile, on est passionnés de performance, on est passionnés de technique. Mais il y a aussi des valeurs solidaires. Et on voulait rester des gens raisonnables dans le bateau. On ne voulait pas être décalés entre le bateau qu'on allait faire. Donc, on a fait un bateau neuf, mais on est parti des moules et des plans d'un bateau existant, qui pour nous était conceptuellement un bateau qui avait un coup d'avance. Ça, c'était le bateau d'Armel Tripon. Mais voilà, on est resté raisonnable. On est parti donc on a réduit les coûts de développement, on a réduit les coûts d'outillage. En faisant la plupart du travail en interne, on a aussi réduit le coût de fabrication. Donc voilà. Et puis au final, je crois qu'on a un super bateau. On est très content. Bon, alors on parle évidemment de RSE dans la course au large, notamment de bilan carbone. Quel est ton point de vue là-dessus ? Est-ce réellement compatible avec la performance ?
Oui, je pense que c'est compatible avec la performance. Alors, moi, j'aime bien parler quand même positivement aussi de ce que l'on fait. N'oublions pas quand même qu'on fabrique des objets d'une efficience énergétique qui est incroyable. Un IMOCA aujourd'hui, ça fait le tour du monde en 70-75 jours avec, quand on utilise l'énergie de fossiles, 2 pleins de voitures à bord. Voilà. C'est important de le rappeler. Ouais, un ultime, ça fait le tour du monde en 40 jours. Aucun objet, même les avions solaires, et puis avec la logistique, aucun objet n'a atteint ce niveau d'efficience qu'on a atteint dans la course au large. Ça, je trouve que c'est important de le rappeler parce que c'est notre contribution à la recherche de solutions de progrès. Et je crois qu'on y participe très largement. Tanguy Delamotte, qui a créé le projet, est parti aux États-Unis. Il a travaillé pendant des mois là, sur des petits bateaux électriques de transport de passagers à foil. Sa vision, c'était de dire demain, les traversées de baies, les petits transports de passagers à 30 personnes, il faudra le faire sur des bateaux à foil électriques. Si on peut le faire sur des bateaux électriques, c'est parce qu'ils sont à foil. Une fois qu'il a décollé, on a besoin de beaucoup moins d'énergie. Donc, il y a quand même un apport de la course au large à la recherche de solutions technologiques d'avenir et déjà ce qu'on fait d'un point de vue de l'efficience énergétique est absolument admirable. Ouais. Donc, il faut le rappeler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on essaye de progresser. Et moi, ma vision, c'est de dire, je pense qu'il ne faut pas interdire grand-chose, mais il faut nous forcer à faire des choix. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je fais par contrainte budgétaire, d'une certaine manière. Mais je pense qu'il faut qu'on aille dans cette direction, c'est de dire, on ne peut plus tout accumuler et faites des choix. Choisissez où vous voulez mettre vos dépenses. Et c'est étroitement lié. Plus on dépense, plus on consomme et plus on a d'impact carbone. Donc, je donne un exemple. Par exemple, moi je suis pour la mise en place d'une solution d'éco-crédit qui consisterait à dire, OK, vous avez un volume. Si vous mutualisez vos moules, vous consommez moins d'éco-crédit que si vous faites chacun un moule pour faire le même bateau. Si vous faites 3 paires de foils, vous pourrez faire que 2 jeux de voile au prochain Vendée Globe. Mais si vous faites 2 jeux de voile, vous ferez une paire de foils et demi. Enfin, voilà. Et je trouve que de cette manière, on ne ferme l'innovation à rien parce que je crois que cette innovation, elle est vertueuse. Puis elle est dans l'ADN de notre classe IMOCA. Je crois que la classe IMOCA est regardée avec des grands yeux écarquillés par le monde entier dans la course au large. On est 7 bateaux au dernier Fastnet à finir devant le Maxi qui avait 20 personnes au rappel. Moi, je suis à l'arrivée. On le double 3 nœuds plus vite. On est 2 à bord. Enfin, les bateaux sont incroyables et on doit être collectivement fiers de ce qu'on a inventé. Et en même temps, on doit se résoudre à faire des choix. Et on ne fera pas tous les mêmes choix. Et du coup, il y en a qui vont peut-être innover davantage sur leur voile. Il y en a qui vont innover davantage sur leur foil. Et puis collectivement, des fois, on va faire avancer le schmilblick. Moi, ce qui a été fait par l'IMOCA sur la voile verte, au début, ça a été regardé avec un peu de scepticisme. Et finalement, il y a des petits pas qui ont été faits. On s'est dit, mais... Et finalement, aujourd'hui, il n'y a pas une voile verte sur les IMOCA. Toutes les voiles sont vertes. C'est-à-dire que les fabricants de voiles se sont dit, pour être voile verte, North s'est dit, je ne peux plus ramener mes voiles par avion, je vais les ramener par bateau, puis je vais le faire pour toutes les voiles. C'est quoi l'impact ? C'est que les teams doivent anticiper quelques semaines de plus leurs commandes. Ils se sont rendus compte qu'ils le font très bien. All Purpose dit, finalement, nous, on a une production qui est déjà très locale. On est déjà voile verte. Sur quoi on peut progresser sur les matériaux. Et finalement, on n'a pas fait une voile verte en IMOCA. On a fait toutes les voiles vertes. Et donc, quelque chose qui était regardé avec un peu de scepticisme, non, c'est pas vrai. Ça a de l'impact, c'est des petits pas. Moi, je crois pas au grand soir, en rien. Et si à chaque fois, on se dit, si c'est pas le grand soir, on fait pas, on fait rien, in fine. Exactement. Et donc, voilà, je trouve qu'on va dans le bon sens. N'oublions pas que il faut réduire notre impact. Il n'est pas si monstrueux que ça. En IMOCA, cette année, il y a eu un emballement, mais en moyenne, on construit 6 ou 7 bateaux tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Voilà. Forçons-nous à essayer de le faire mieux, en étant obligés de choisir. Et puis regardons aussi ce qu'on fait bien. Ouais, c'est super intéressant. Alors, on revient un petit peu à ton rôle. Quand Sam est autour du globe, Sam Davis, ou sur une transat, comme ce sera le cas bientôt, comment ça s'organise le suivi à terre ? Vous faites des 3-8, enfin, je veux dire, il y a toujours quelqu'un, évidemment, prêt au téléphone. Enfin, voilà, comment ça se passe ? Ouais, alors moi, je fais les 5-8. Sam me dit, je crois que tu dors moins que moi quand je suis en mer. Donc, non, il y a effectivement une astreinte permanente. D'une partie de l'équipe. Joseph, notre directeur technique,
doit être joignable à tout moment, mais le reste de l'équipe sait qu'elle doit l'être aussi, parce que chacun a son domaine d'expertise. Et si Sam a un souci d'ordre structurel, le BE et Sam qui s'occupe du composite doivent pouvoir être disponibles. Moi, je suis en permanence connecté au bateau. Et la difficulté, alors on progresse avec le temps, c'est aussi d'être capable de décider vite et bien. Et moi, par exemple, je sais que j'ai demandé à l'équipe qu'il n'y ait aucun échange entre Sam et le bateau dont je ne sois pas en copie. Parce que si un problème se dégrade, si on me prévient au moment où ça s'est dégradé, j'ai pas eu tout l'historique de mais on est parti d'où, on a commencé quoi, c'est quoi la crainte, de quoi a-t-on peur, et pour décider vite, autant être en copie. Donc voilà, il y a toute cette partie de relation entre le bateau et l'équipe. Mais on n'a pas de point régulier. C'est à sa demande. Elle sait que nous on est là et qu'elle peut nous demander à peu près ce qu'elle veut, mais on n'a pas de rendez-vous tous les matins à 10h et on fait un petit call avec Sam. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. On a un groupe de discussion avec elle et on a un groupe de discussion entre nous aussi. Parce que des fois, on peut aussi être dans la réflexion, et ce qui va avec la réflexion, c'est le doute. Et Sam n'a pas à être en copie de tous nos doutes, de tous nos états d'âme, parce que ça peut être et ça peut être anxiogène pour elle. Par contre, quand on va lui communiquer quelque chose, c'est qu'on est extrêmement confiant avec ce qu'on lui communique. Voilà. Et après, il y a une autre partie dans mon rôle qui est aussi de faire vivre le projet. Donc avec les équipes de communication, avec les sponsors, aller dans les entreprises. Il m'arrive de faire des visios avec le bateau, mais il n'y a pas que la visio. Il s'agit aussi, moi, d'expliquer la course au bateau, de la rendre lisible, de la rendre compréhensible. Je me filme aussi, où je fais des petites analyses toutes les semaines de la course pour essayer de rendre pour le grand public visible et compréhensible ce qui se passe sur l'eau. C'est bien d'ailleurs, c'est très bien ce que tu fais. Mais c'est un sacré boulot, hein, c'est hyper complet ce que tu fais, c'est passionnant en même temps. Hein. Alors, quel souvenir fort tu retiens depuis que tu accompagnes Initiative Cœur? Est-ce qu'il y a un souvenir, enfin j'imagine qu'il y en a plein. Voilà, là maintenant, là, voilà, quel souvenir tu me dirais? Le souvenir le plus fort, c'est quand on va chercher quelqu'un qui revient d'un tour du monde. Donc, malheureusement, on ne l'a pas vécu avec Tanguy, parce qu'on a cassé le haut du mât assez rapidement. Ouais. C'est vrai que l'arrivée de Sam lors du dernier Vendée Globe, même si c'était une arrivée hors course, pour moi, émotionnellement, c'était un moment très fort, parce que c'est un mélange ultra complexe d'émotions très fortes, d'accomplissement, parce qu'elle avait ramené le bateau, parce qu'on avait réussi à faire vivre le projet, parce qu'on avait sauvé 102 enfants grâce à cette décision de continuer hors course. C'est une décision qu'on avait anticipée. Si on a pu le faire, c'est parce que ça avait été travaillé en amont, en équipe. Sinon, sur le coup de la déception, on ne peut pas prendre une telle décision. On en avait parlé avec Sam, j'ai dit, et si, on fera tout pour aller au bout. Donc ça avait été préparé d'une certaine manière. C'était l'accomplissement de quelque chose dont on peut être fier, parce qu'on l'avait aussi travaillé. Et en même temps, une déception énorme. Voilà, on avait travaillé 4 ans pour autre chose que ça. Ouais. Moi, dans l'âme, dans mon fond, je suis un compétiteur. J'aime gagner, j'aime être devant. Et ce mélange d'émotions, on était en Covid, le public avait finalement bravé, et puis les interdits avaient sauté, et on a eu une arrivée magnifique, il faisait beau. Et voilà, ce mélange d'émotions positives et de déception qui était très présente. C'est clairement le moment le plus fort. Ouais. C'est sûr que ça doit faire un drôle de truc. Alors, on va parler un peu de toi, de ton parcours. Alors, d'où viens-tu et comment es-tu arrivé à ce poste? On en a un petit peu parlé, la Mini Transat a été un facteur clé. D'où tu viens, David? Moi, j'ai grandi en région parisienne et je suis un petit Parisien qui, par un grand-oncle, des vacances aux Sables d'Olonne, alors les Sables d'Olonne déjà, fait de la voile l'été, quoi. Mais très vite, j'ai été le petit qui fait de la voile, qui est un peu plus mordu que les autres, quoi. Voilà. Donc je passais mes étés à faire ça. Et puis quand je retournais dans ma région parisienne, je passais mon temps à lire Wind Magazine, Voile et Voilier. Voilà. Bateau. J'étais un petit peu obsessionnel. Et puis jusqu'à alors, l'été, je faisais les régates promotionnelles en planche à voile. J'avais mon 4-7 avec mon frère. On faisait ça. Et c'est pendant mes études que j'ai eu envie, comme je disais, d'aller voir quand même un petit peu au-delà de la ligne d'horizon. Bon, dès que j'ai eu un job avec mon premier salaire, je me suis endetté sur 7 ans pour prendre... Attends, je reviens. Des études de quoi et quel premier job? J'ai fait des études à l'ESSEC, donc des études de commerce. Et puis mes premiers jobs, ça a été dans le conseil en stratégie. Donc c'était très très sérieux. Et puis ensuite dans l'Internet.
Jusqu'à ce que là, ma passion pour la voile m'a rattrapé un petit peu parce que je suis allé chez Sport Ever quand Patrick Chen a monté Sport Ever et que Sport Ever a travaillé avec Bruno Perron à l'époque pour essayer d'aider un petit peu The Race à avoir un bateau de plus en sponsorisant modestement le bateau de Loïc Perron à l'époque. Ouais, Voilà. d'accord. Donc voilà, ça vient de là. Et puis, cette aventure Sport Ever c'est pas terminé comme je le voulais pour moi. Et c'est là, j'avais écrit dans un petit carnet déjà en 99, alors que j'étais dans mon cabinet de conseil, je ferai la Mini Transat 2001. J'ai pas réussi en 2001, j'avais pas encore réussi à m'affranchir de mes envies de carrière. Et là, quand ça s'est terminé avec Sport Ever, j'ai dit, allez, j'y vais. Et donc là, j'ai fait la Mini Transat 2003. Et avec mon ex-femme, à l'époque, on a déménagé, on a quitté Paris. On est venu s'installer en Bretagne. Moi, j'avais acheté très vite aussi une petite maison à Locmariaquer. En fait, je mettais tout en place pour pouvoir vivre. Et donc, on est venu s'installer dans l'Ouest, à Nantes au début, parce que c'est là qu'elle a réussi à se faire muter. Et puis, j'ai jamais quitté l'Ouest, j'ai jamais quitté la Bretagne. J'ai fait une mini transat, j'ai monté une entreprise à Saint-Malo dans les énergies renouvelables déjà à l'époque. Je faisais des allers-retours entre ma passion et mon boulot. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, comment le déclenchement se fait, c'est que en 2007, je fais la mini transat. Donc, je rencontre Tanguy Delamotte sur toute ma campagne préparatoire, qui est devenu un ami. Je retourne travailler quand même après ma mini transat parce que j'avais créé une entreprise qui se développait bien, donc il fallait s'en occuper. Je la vends en 2010-2011, un peu vite. Et puis, donc, du coup, après, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais faire la solitaire du Figaro. J'avais eu quelques problèmes personnels, j'avais divorcé, j'avais eu quelques désillusions. J'étais un petit peu cabossé en 2011. Donc, je me dis, allez, je vais faire la solitaire du Figaro parce que je m'étais toujours dit que dans mon parcours de marin, il y avait 4 courses qui me faisaient rêver. La Mini Transat, la solitaire du Figaro, la Route du Rhum et le Vendée Globe. Bon, il y en a 2 que j'ai toujours pas coché. Je vieillis un peu. Enfin, t'as fait une Jacques Vabre, on va en reparler. J'ai fait une Jacques Vabre aussi. Mais donc, je fais la solitaire du Figaro en 2011 et 2012. Et puis, c'est après que Tanguy vient me proposer de m'occuper de son projet parce qu'il avait fait, je dirais, un Vendée Globe qui, moi, m'avait beaucoup interpellé, qui était un Vendée Globe magnifique parce qu'ils avaient inventé quelque chose avec Initiative Cœur. Et puis, en plus, moi, je connaissais le compétiteur Tanguy. Je me rappelle, en mini, on passe en tête une fois à Belle-Île, l'un contre l'autre sur une Transgascogne. Enfin, je savais ce qu'il vaut sur l'eau. Et il avait un très vieux bateau en 2012, mais il fait une trace magnifique avec ce vieux bateau, avec un niveau d'engagement sportif qui était énorme. Et bon, à 15 jours de l'arrivée, il casse, il tape, il perd beaucoup de temps, mais il est en 94 jours sinon sur le Pingouin. Donc voilà, il y avait aussi ça qui m'avait beaucoup plu. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas que le côté grand public, il n'y a pas que le côté solidaire. Et Tanguy, il a aussi mis de l'engagement sur l'eau. Et voilà, il me propose en fait de le rejoindre parce qu'il veut faire grossir le projet, il veut que le projet soit plus ambitieux et il a besoin de trouver des copartenaires. Il a rencontré une première fois K-Line, qui est un des hauts corps aujourd'hui. Il me dit, tu veux venir avec moi au rendez-vous, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Donc c'est comme ça que ça se fait. Excellent, d'accord. Et on réussit à monter le partenariat avec K-Line. Et derrière, je suis resté. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et derrière, 4 ans après, on monte le partenariat avec Vinci Énergie, qui a rejoint aussi. Donc, il y a eu Initiative K-Line et Vinci Énergie maintenant. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était pas tellement calculé. Non, c'est ça. Mais c'est des rencontres, des opportunités. C'est joli comme parcours. Alors, tu navigues, hein, on le sait. Alors, tu as mis entre parenthèses ton poste il y a 2 ans pour courir la Transat Jacques Vabre en classe 40 avec Aurélien Ducrot. Est-ce que c'était indispensable pour toi de retourner te frotter en course? Est-ce qu'on peut dire que c'est un souffle dont tu as besoin de temps en temps? Ouais, alors besoin, je sais pas, j'en avais très envie déjà parce que Aurélien est un ami très cher, donc du coup, et puis ça bouclait une boucle. Moi, j'étais au tout début, dans son parcours de marin quand il savait pas du tout naviguer. On a fait sa première course, c'était une course en double en mini. On l'avait faite ensemble. Et puis depuis, moi, je suis aussi passionné de montagne, donc je vais souvent là-bas et on est devenus très amis. Donc quand il me l'a proposé, j'avais très envie de le faire avec lui. Et c'était après le Vendée Globe 2020-2021, où on n'avait pas encore complètement bouclé avec les partenaires du projet Initiative Cœur
à quoi ressemblerait la campagne suivante. Donc quand il me l'a proposé, je ne savais pas qu'on allait construire un nouveau bateau, par exemple. Heureusement que je ne le savais pas parce que je... Tu serais peut-être pas allé. Non, j'ai un petit peu trop de conscience professionnelle et je pense que je l'aurais pas accepté. Et du coup, voilà. Maintenant, je suis aussi pour mon poste aujourd'hui très content de l'avoir fait. C'est-à-dire se remettre dans la peau d'un skipper et se mettre dans la peau d'un skipper, d'un co-skipper sur un événement comme la Transat Jacques Vabre. C'est intéressant parce que c'est pas la mini transat, c'est pas la solitaire du Figaro qui est un gros événement mais avec un format très différent. Et donc j'ai un petit peu aussi vécu en termes de niveau d'engagement, de niveau de contrainte, ce que ça représente. Donc je suis content de l'avoir fait pour ça. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant de remouiller un peu le maillot, comme on dit. Alors, comment tu découperesses, toi, après le boulot? Est-ce que tu as des loisirs? Tu continues à faire de la planche? Voilà, c'est un peu quoi tes hobbies après le boulot? Je suis hyper content que tu me poses la question aujourd'hui parce que hier soir, j'ai ramené un bar de 45 kilos. Non. Donc, ça m'arrive d'aller à la pêche après le boulot. J'ai la chance de vivre à Locmaria-Caire, qui est un endroit magnifique. Et donc, j'ai mon petit semi-rigide dans le port, pas loin, juste devant la maison. Et donc, je peux aller juste au-dessus des parcs à 8, pêcher. Donc, j'aime bien aller à la pêche. J'aime bien faire un coup de paddle après le boulot. Voilà. Je vis aussi entre Nantes et Locmaria-Caire. Donc, je suis quand même obligé de faire pas mal de déplacements parce que ma femme vit à Nantes. D'accord. Donc, je rentre aussi un petit peu à Nantes de temps en temps. Donc, mais oui, mes passions, c'est la navigation. Je fais du kite, j'ai un petit catamaran à voile aussi, donc naviguer, profiter du golfe du Morbihan. Je fais beaucoup de vélo, de course à pied, mais il faut toujours que ce soit au bord de l'eau. Ouais. C'est marrant, quand je fais une trace pour mes courses à pied, pour mes vélos, il faut toujours qu'il y ait un canal, une rivière ou un bout de... Des fois, je me dis, mais David, c'est beau la campagne aussi. Donc, voilà. Bon, tu me donneras quelques conseils de pêche parce que moi, je m'y mets aussi. Alors, David, avant-dernière question, est-ce que tu as la sensation de vivre pleinement ton rêve ou ce que tu as toujours désiré ou est-ce que tu as d'autres envies, d'autres projets? Non, alors, j'ai l'impression effectivement d'avoir gagné. Tu sais, des fois, il y a le concours qui veut le meilleur métier du monde. Ouais. Après, voilà, c'est un métier, c'est pas drôle tous les jours non plus. Enfin, c'est normal, c'est un vrai travail. Il y a aussi des moments qui sont plus ardus, mais oui, je suis extrêmement heureux dans ce que je fais. Des rêves, j'en ai encore, c'est clair. Je pense que c'est important d'en avoir. Je pense que c'est important de vouloir les réaliser. Je pense que c'est important d'accepter qu'on ne les réalisera pas tous non plus. Faut pas éliminer les rêves dont on pense qu'on les réalisera jamais. Je rêve de faire le Vendée Globe. La probabilité que je le réalise un jour est très faible, déjà parce que tant que le projet Initiative Cœur grandit et tant que toutes les campagnes ont été différentes et un peu plus ambitieuses, on a toujours grandi. Voilà. Tant que ça grandit, ça m'intéresse. Donc, et tant que je pourrais faire grandir le projet Initiative Cœur, avec d'autres courses, voilà, je sais pas, j'espère qu'on ira un jour sur une Ocean Race, j'espère, et tant que nos partenaires seront enthousiastes et convaincus à l'idée que le projet continue d'avancer, de grandir et de se réinventer, eh ben, ce sera pas grave de renoncer à d'autres rêves. C'est même pas un renoncement, mais c'est important d'en avoir. Voilà. Ouais. Alors enfin David, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toute la team sur la Transat Jacques Vabre qui promet d'être disputée, parce que je le rappelle, en IMOCA il y aura 40 bateaux sur la ligne de départ. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous? Déjà d'arriver de l'autre côté et de se battre à notre niveau et avec les bateaux contre lesquels objectivement on peut se battre. Nous on fait un travail avec l'équipe avant chaque course, c'est de se fixer des objectifs pour savoir où on peut se situer, où on doit se situer. On sait bien qu'il y a quelques grosses équipes, il y a notamment 4 très grosses équipes avec des bateaux où ils sont partis d'une feuille blanche, avec des moyens. Voilà, ce que je dis, c'est à l'équipe aussi, il ne faut pas qu'on les regarde faire, il ne faut pas qu'on renonce à se mêler à la bataille parce qu'on a un super équipage et on a un super bateau, mais il y a une densité de bateaux qui est incroyable. Aujourd'hui, on peut faire 12e alors qu'on a un bateau qui a été mis à l'eau il y a seulement 1 an, et pas avoir fait une mauvaise course et s'être battu avec des très bons bateaux de dernière génération. Voilà. Donc on sait bien que là c'est génial quand on fait 5e du défi Azimut, derrière les 4 gros teams, ça a des goûts de victoire. On sait que quand on est à cette place-là, ça a des goûts de victoire. Ça ne veut pas dire qu'on rêve pas des places au-dessus et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un certain nombre de places en dessous sans avoir été... sans que ce soit une contre-performance. Mais voilà, il faut viser quand même le plus haut possible. Il faut également continuer à ce que le projet parle au grand public. C'est un projet grand public, c'est un projet qui doit
emmener le grand public pour sauver des enfants. Il fonctionne comme ça. Ce projet, son originalité depuis le début, c'est qu'il est construit comme une levée de fonds au profit de mécénat chirurgie cardiaque. Ouais. Levée de fonds auprès de nos partenaires, avec l'opération Un clic, un cœur, mais aussi, on s'est rendu compte lors du dernier Vendée Globe que de plus en plus, le public adhère et fait spontanément des dons à mécénat chirurgie cardiaque. Ouais. Donc c'est aussi d'atteindre nos objectifs solidaires. Bon, double objectif alors. Merci David en tout cas de nous avoir accueillis ici chez Initiative Cœur. Et puis on va suivre Sam et Jack Boutel avec beaucoup d'attention sur la Transat Jacques Vabre. À bientôt, bye bye. C'est super intéressant d'écouter David, de comprendre ce métier de team manager qui s'est largement développé ces dernières années. Et lui, comment il en est arrivé là ? Ce métier, en fait, c'est comme être un chef d'entreprise. Il manage, il gère, il accompagne. C'est vachement riche comme entretien. Tu n'as pas dû t'ennuyer, Olivia. En tout cas, merci de nous l'avoir fait découvrir. C'est vrai, et les skippers solitaires le disent très bien. Sans eux, sans ces hommes et femmes de l'ombre, ils ne pourraient mener à bien ces projets de course au large tellement exigeants au niveau de la préparation. C'est donc toute une équipe qui est derrière un résultat, un podium ou une victoire. Allez, place maintenant au coup de cœur et au coup de gueule. Anne, à toi les studios. Alors, je commence par un coup de gueule. C'est le dématage de Corum, à l'IMOCA skippé par Nicolas Troussel. Et quelques jours après, il a eu l'annonce de Corum qui arrêtait le partenariat avec lui. Dans le télégramme du 26 septembre, on peut lire une interview de Nicolas qui dit « Ils n'ont pas envie de s'obstiner dans un truc qui ne marche pas. » Il recherche donc de nouveaux partenaires qui l'accompagneraient dans son projet Vendée Globe. Et maintenant, place au coup de cœur. Je commence par ce mois de septembre qui a été complètement fou. Fou parce qu'on a vu tous les bateaux de course au large naviguer, des Mini aux Ultimes, du Figaro à l'IMOCA en passant par les classes 40 et les Ocean 50. Bref, ce mois de septembre a donné l'image d'une rentrée sportive et c'était plutôt chouette. On a essayé de souffler dans les voiles de l'Ultime Actual lors des 24 heures ultimes à Lorient qui a terminé la course dans la pétole. Et cet événement a vu la victoire du Maxi Banque Populaire 11 avec Armel Lecléache et Sébastien Josse. Sinon, on a pu voir les 95 duos de skippers qui vont prendre le départ de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre lors de la présentation officielle à Paris le 3 octobre dernier. Il y aura donc, comme on l'a dit, 95 bateaux, un nouveau record. Ils sont répartis en 4 classes. 5 ultimes, 6 Ocean 50, 40 IMOCA et 44 classes 40. Avec 4 départs le dimanche 29 octobre entre 13h05 et 13h41. Ce sera sur France 3. Et chaque classe aura un parcours différent, ce qui va permettre une arrivée groupée en Martinique. Et puis ça y est, Jean Lecam a mis son nouveau bateau à l'eau. Il s'appelle Tout commence en Finistère Armor Luxe et sa marraine est Jacqueline Tabarly. Ensuite, après sa victoire sur la solitaire du Figaro Paprec, Corentin Auro est sacré champion de France élite de course au large 2023 et il fera la route du café avec Benjamin Dutreux sur Guyot Environnement Water Family. Sur l'Ocean Globe, Pendwixis, mené par Marie Tabarly, est toujours en tête de la flotte sur cette première étape de l'Ocean Globe Race. Dans 15 jours, c'est le départ de la Transat Jacques Vabre qui fête ses 30 ans et nous allons vous faire vivre la Transat Jacques Vabre de l'intérieur avec des sujets super originaux. Et oui Anne, on se retrouve au Havre autour du bassin Paul Vatine. On va en effet vous concocter des sujets originaux, intimes, pour toujours mieux connaître les navigatrices et navigateurs en partance pour la Martinique. C'est la fin de ce 14e épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend toujours vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Salut Anne et bonne journée à vous tous. Bye bye. Merci à tous pour vos écoutes et vos retours positifs. On se retrouve dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis vous savez qu'on aime les messages. On en reçoit beaucoup d'ailleurs, alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. Salut à tous et à très vite.